Bonsoir. Alors, ce soir, je voulais vous parler un petit peu plus en profondeur du stress post-traumatique complexe et des conséquences que ça peut avoir dans votre vie. Et je viens de découvrir, enfin, ça fait quelques semaines déjà, c'était avant que ça sorte, le livre de Pete Walker qui s'appelle, je vais vous le montrer, celui-là, que j'ai dévoré l'année dernière. Celui-là, moi, il est assez long. En fait, il est un peu difficile à lire en anglais. Mais j'ai découvert qu'il vient d'être traduit en français. Et je vais vous donner le titre hein, si ça vous intéresse. Euh, donc, donc, en anglais, c'est Complex PTSD from Surviving to Thriving. Je le lis à l'envers là. Donc, euh, en français, ça va être le trouble de stress post-traumatique complexe de la survie à l'épanouissement. Comment se remettre des traumatismes de l'enfance. Donc, il est sorti récemment, au mois d'octobre, la traduction, j'entends. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si vous êtes concerné mais que vous lisez pas l'anglais, sachant qu'en plus de ça, c'est un niveau de langue un petit peu élevé. Donc, pour moi, ça a été difficile, peut-être pas difficile, mais enfin, c'était déjà un bon niveau de langue. Enfin, bref. Donc, pour revenir un petit peu sur sa conception à lui du CPTSD, le stress post-traumatique complexe génère pour lui cinq grandes catégories de symptômes. Les flashbacks émotionnels, la honte toxique, l'abandon de soi, mais de soi-même, c'est le fait de s'abandonner, d'abandonner qui on est. Un critique intérieur puissant, c'est-à-dire une voix qui nous critique constamment, qui nous parle tout le temps de manière négative, qui anticipe le pire à chaque fois, et l'anxiété sociale. Euh, il y a beaucoup plus de symptômes, et moi j'ajouterais surtout la dérégulation émotionnelle, la dérégulation du système nerveux, qui sont vraiment surtout la dérégulation du système nerveux, ça c'est quelque chose de très très important et de très problématique dans le stress post-traumatique complexe. Donc ça, la dérégulation du complexe du système nerveux, ça peut se comprendre quand on comprend la logique de la formation du symptôme. Je vous avais expliqué ça dans une autre vidéo à partir de théories qui ont été développées par un auteur qui s'appelle Peter Levine. Donc c'est Pete Walker et Peter Levine qui sont tous les deux des psychologues américains. Et quand on comprend un petit peu la formation, enfin la manière dont se forme le traumatisme selon Peter Levine, c'est beaucoup plus facile de comprendre comment se développe le traumatisme complexe, même si le traumatisme complexe n'est pas le sujet de Peter Levine, mais c'est pas grave parce que ça se complète. Donc pour ça, je vous inviterai à regarder mon autre vidéo que j'ai faite il y a longtemps, mais que je vais mettre sur l'écran de fin pour que vous puissiez retourner le voir. Donc récemment, je vous ai notamment parlé de la souffrance au travail. Et si vous vivez de la souffrance au travail, vous savez probablement que vous pouvez développer un stress post-traumatique complexe. Et si vous avez déjà développé ce type de stress post-traumatique dans l'enfance, euh, et ça c'est souvent associé à ce qu'on appelle des circonstances adverses dans l'enfance, vous avez beaucoup plus de chances d'en souffrir à l'âge adulte et de développer de la souffrance au travail et même de développer en fait d'autres types de problèmes dans la vie en général. Parce que votre système nerveux n'étant plus régulé de manière optimale, cela rend la gestion du stress notamment très difficile. Et aujourd'hui, je vais vous parler du J'aimerais bien avoir une abréviation pour celui-ci parce que donc le stress post-traumatique complexe, plus en détail, et on peut voir aussi en quoi est-ce que ça aggrave les choses dans le contexte du travail et de la vie en général. Donc, peu de monde pour le moment est familier avec ce concept de trouble de stress post-traumatique complexe. Je vais dire trauma complexe, ça va aller plus vite. Pour le moment, c'est un sujet qui commence à être un peu mieux connu
Donc, et je trouve ça vraiment très intéressant parce que je crois que ça concerne énormément de monde. Donc, le fait que le livre de Pete Walker soit traduit juste maintenant, c'est à la fois le signe que ça a été ça n'a pas été vraiment le centre d'intérêt de beaucoup de psychologues jusqu'à aujourd'hui, mais ça le devient. Et la plupart des gens qui en souffrent, et ça va avec le fait que c'est pas connu, la plupart des gens qui en souffrent n'ont pas du tout conscience qu'ils en souffrent, parce qu'on imagine les traumatismes comme le résultat d'événements marquants, comme un attentat, quelque chose comme ça, ou une agression, enfin. Plus rarement, comme la résultante d'une série d'épreuves, de challenges, de situations dans lesquelles on s'est senti impuissant et des situations dans lesquelles notre cerveau reptilien a lancé un signal d'alarme parce qu'il percevait la situation comme quelque chose de menaçant. On ne parle pas de défi ici, parce que le stress peut être provoqué par un défi, mais là, je parle vraiment de situations dans lesquelles notre cerveau reptilien va réagir parce qu'il le perçoit comme quelque chose de menaçant pour la vie, pour notre vie. Donc je mettrai, oui, à la fin de la vidéo, donc je mettrai cette petite vidéo qui explique justement la différence entre stress post-traumatique et complexe ou non, hein, la différence qu'il y a entre les deux. On n'y pense pas souvent, mais par exemple, un enfant qui grandit trop seul et qui n'a personne à qui parler, de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il se débrouille, mais intérieurement, les différentes situations qu'il rencontre peuvent lui sembler effrayantes sans qu'il soit lui-même en capacité de, lui tout seul, d'y faire face efficacement. Et ça, par exemple, ça peut générer un trauma complexe. Un autre exemple, un enfant qui serait harcelé à l'école, sans support efficace d'un adulte, il peut développer un trauma complexe. Un autre exemple, un enfant dont le père ou la mère se montre très sévère et exige des résultats scolaires parfaits, qui laissent pas droit à l'erreur, où vraiment le stress et la pression sont très présents, sans avoir en contrepartie un accompagnement psycho-affectif efficace, ça peut générer chez l'enfant un trauma complexe. Et il y a beaucoup de situations en fait auxquelles on pense pas forcément. On se dit, oh, c'est pas grave, on lui apprend la vie. Un autre exemple, un enfant qui serait témoin de violences entre les parents peut développer un trauma complexe. Ou alors, un enfant qui est témoin ou qui grandit avec un parent qui souffre d'une addiction comme l'alcool, la drogue ou même le travail, ou d'autres choses, le jeu ou les jeux vidéo, que sais-je. Ça crée potentiellement du chaos dans la famille, des gros problèmes. Il y a aussi souvent le poids du secret. Il faut pas que ça se sache à l'extérieur, donc il peut pas parler. Et ça crée aussi de l'imprévisibilité dans le foyer. Donc tout ça, ça peut créer un trauma complexe chez l'enfant. Et enfin, mais bon, la liste n'est pas exhaustive, mais un parent qui présenterait un trouble psychologique tel que une dépression, un trouble bipolaire, un trouble de la personnalité comme un parent qui serait trop centré sur lui-même. Donc, je vous parle souvent des personnalités narcissiques, c'est ça. Le vrai trouble de la personnalité narcissique, c'est un trouble de la personnalité. Et c'est dévastateur pour un enfant d'avoir un parent comme ça. C'est un parent qui va être focalisé sur son image, sa performance, la performance de ses enfants, et surtout qui va manquer d'empathie et qui va absolument pas offrir de support approprié à l'enfant. Pardon, je vais prendre un verre d'eau. Aussi, et on n'y pense pas trop, c'est les traumatismes, en fait, s'héritent. C'est-à-dire que même si vous n'avez jamais vécu des situations adverses, ni de manière répétée, ni de manière trop intensive, si vos parents ou même vos grands-parents ont vécu un traumatisme, ils peuvent le transmettre à leurs descendants. Alors ça, c'est un petit peu mystérieux parce que
Ils vont pas forcément le transmettre à tous leurs enfants de manière équitable. Et certains enfants vont porter le trauma plus que d'autres, dépendamment de leur tempérament ou d'autres circonstances de vie. Le moment où ils arrivent aussi, qu'est-ce que ça évoque pour le parent. Et dans mon cas personnel, par exemple, un truc dont on parlait beaucoup quand j'étais enfant, euh, ma mère a grandi pendant la guerre, la Deuxième Guerre. Et mon grand-père avait été capturé par les Allemands. Il a passé 5 ans à Nuremberg en prison. Et ma mère a été déplacée dans des circonstances vraiment difficiles. Elle a dû vivre dans une grange pendant un an, sans chauffage, sans eau courante. Je ne sais même pas s'il y avait l'électricité. Avec sa mère à elle, ma grand-mère qui n'avait pas de ressources, qui n'avait pas de métier, et un bébé, donc mon oncle. Et on peut imaginer le stress au quotidien de ce genre de situation. Ils devaient remonter chez eux en zone occupée et ils pouvaient pas. Ils prenaient des passeurs et ça marchait pas. Et ils sont restés dans cette situation-là pendant très longtemps. Il y a eu une problématique de faim, de malnutrition, de santé évidemment à cause de la malnutrition, des problèmes de croissance et de froid aussi parce que l'hiver c'était pas simple. Donc tout ça, alors ça pour le coup, ça peut vraiment provoquer un trauma complexe qui peut avoir des répercussions assez importantes. Et en l'occurrence, ça peut évidemment avoir des répercussions sur les enfants qui suivent, donc la génération suivante. Donc par la suite, en fait, quand on vit quelque chose comme ça, il y a une adaptation. Mais l'adaptation se fait autour du trauma. Et s'il n'est pas soigné, c'est là il peut être transmis. Tout ça pour dire, parce que là je viens de vous donner une énumération non exhaustive de tout ce qui pourrait causer un trauma complexe. Et ça veut dire que nous sommes vraiment très très nombreux à vivre ce traumatisme, qu'il soit simple ou complexe, parfois sans le savoir. Et je m'adresse particulièrement aux gens qui vivent de l'anxiété et qui comprennent pas forcément pourquoi. Alors souvent les gens disent je suis stressée, j'arrive pas à me calmer. Et ils appellent ça le stress. C'est souvent ce qu'on appelle le stress quand ça ne s'arrête pas. Et quand on n'arrive pas à en trouver l'origine, c'est souvent de l'anxiété. Par exemple, dans un contexte de travail difficile, exigeant ou des situations personnelles douloureuses, le CPTSD, donc le trauma complexe, ça va pas nous aider. Et certains pourraient penser que des circonstances adverses ont pu forger une personnalité forte, comme quand on dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ben, c'est pas toujours vrai parce qu'un traumatisme, ça nous fragilise aussi. On peut sembler fort, mais la rigidité qu'il implique à cause de nos modes de défense notamment présente des risques et aussi cela nous coupe de la possibilité de réellement profiter de la vie. On peut pas être totalement connecté à soi-même. Ben, si je me demande si la lumière, ouais, sera peut-être mieux, je sais pas. Donc il n'est pas rare qu'un trauma complexe fasse qu'on souffre d'une anxiété qui nous ronge et qui nous empêche de profiter de la vie. Il n'est pas rare non plus qu'avec un trauma complexe, nos relations soient difficiles, conflictuelles ou toxiques. Ça, j'en ai déjà parlé. Quand on comprend la logique de pourquoi est-ce qu'on répète des relations toxiques, notamment avec des personnalités narcissiques, on comprend mieux comment arrêter de se mettre dans ce genre de relations. Et quand on parle de souffrance au travail aussi, avec un trauma complexe, on est d'autant plus fragilisé. Donc quand on dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort, avec un bémol quand même. Et un autre bémol, c'est que puisque nous avons tous des systèmes de défense différents, celui qui aura un système de défense basé sur la réaction de combat, donc là vous connaissez les réactions, combat, fuite, euh, figement, et aussi
une quatrième, en fait, il y en a plusieurs, mais surtout la quatrième, c'est le fait de vouloir amadouer euh, quand on est dans une situation relationnelle compliquée, par exemple, quelqu'un qui nous agresse, le fait de toujours vouloir amadouer l'autre, faire plaisir, ça c'est encore une autre façon de gérer, un autre système de défense finalement, mais qui sur le long terme va pas trop nous servir, comme tous les autres d'ailleurs. Donc cette réaction-là de combat, ce système de cette façon de nous défendre, elle va plutôt poser un problème pour les autres, dans un premier temps du moins. Donc dans une prochaine vidéo, je vais développer plus cette question des systèmes de défense qui correspond à la façon dont on a pris l'habitude de réagir euh, quand on perçoit une menace. Et ça, c'est pas quelque chose qui est conscient en fait. On le fait pas de manière consciente. Dans un trauma complexe, cette manière de réagir va se rigidifier et va devenir comme un trait de caractère finalement. Donc dans la vidéo précédente qui a été publiée hier, euh, j'ai parlé de du figement. Et j'avais aussi fait une séance de sophrologie aussi que j'ai mise en ligne pour sortir du figement. Plusieurs fois, je vous ai parlé de cette réaction du figement qui est très très commune. Et si vous avez vécu un traumatisme et que vous avez pu euh, mettre en place cette réponse-là de manière tellement systématique qu'elle devient habituelle même quand il n'y a pas de menace ou qu'il n'y a vraiment pas de problème dans votre vie. Donc, pour revenir à l'exemple que je venais d'évoquer, ceux qui ont utilisé cette réaction de combat de manière privilégiée, ils vont avoir tendance à être très réactifs, à être dans l'agressivité, et ils peuvent dans certains cas développer des traits narcissiques qui posent beaucoup de problèmes à leur entourage. Et si vous regardez mes vidéos, peut-être que vous savez que vous êtes peut-être concerné. Et quand je parle des narcissiques, il ne s'agit pas seulement des personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique, mais ça peut être aussi des gens qui souffrent d'un trauma complexe et dont la défense principale, celle qui s'est rigidifiée, est la réaction de combat. Et là, contrairement à un individu qui aurait réellement un trouble de la personnalité narcissique, qui reste stable tout au long de la vie, et pour lesquels finalement il n'y a pas beaucoup d'espoir de changement, euh, quelqu'un qui aurait développé des traits narcissiques à cause d'un trauma complexe, il a beaucoup plus de chances de pouvoir guérir et de changer. Donc, je sais que dans plein de vidéos, de supports d'éducation que vous trouvez sur les narcissiques, souvent, en fait, on parle, surtout en France, on va parler des pervers narcissiques, ce qui est une notion typiquement française, uniquement française. Et c'est pas vraiment la grande majorité des gens, mais il y a énormément de monde qui a des traits narcissiques et parfois qui sont assez forts, qui posent beaucoup de problèmes. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement pervers narcissiques et ils n'ont pas nécessairement le trouble de la personnalité narcissique. Donc cette phrase était un petit peu longue, je vais reprendre pour clarifier tout ça. Donc je vais le lire. Dans le cas d'un vrai narcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui a ce qu'on appelle le trouble de la personnalité narcissique, il n'y a pas de véritable possibilité pour lui de changer. Et si vous avez la malchance de vivre avec quelqu'un comme ça, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il change. La meilleure solution, c'est encore de s'éloigner. Et maintenant, dans le cas d'une personne qui souffre d'un trauma complexe et pour qui le système de défense privilégié est le combat, un changement est possible. Et on voit ça. Et souvent, en fait, ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a quand même... mais maintenant, il faut savoir faire preuve de discernement. Parce que si vous êtes dans une relation avec un narcissique, imaginons par exemple vous êtes très amoureux, très amoureuse, et que vous souffrez parce que l'autre se comporte de manière complètement brutale et toxique, je suis pas en train de vous dire qu'il faut lui donner des excuses en disant qu'il a un trauma complexe. Parce que très souvent, malheureusement, ça va pas changer. Donc à ce moment-là, il vaut mieux investiguer un petit peu plus pour vraiment savoir si le changement est possible ou pas.
Bref, bon, j'en reviens à mes moutons. Donc, quelles conséquences peut avoir un trauma complexe sur vous dans un contexte de travail, par exemple? Et les conséquences, ça va justement dépendre de votre mode de défense privilégié. Et on va y revenir plus tard, mais globalement, je dirais que ça crée énormément d'anxiété. Et c'est pour ça que dans cette série de vidéos où je parle beaucoup du trauma complexe, je m'adresse surtout aux gens qui souffrent d'anxiété. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, hein, surtout enfin, en France, on est des champions pour consommer des anxiolytiques. C'est que vraiment, on a un problème avec l'anxiété. Et on a beaucoup de gens dépressifs aussi. La dépression, parfois, est caractérisée par des troubles anxieux. L'anxiété, donc comme je vous disais, souvent les gens disent bah, je suis juste stressée, mais en fait c'est vrai que l'anxiété c'est comme le stress, sauf que c'est un stress qui dure et dont on ne retrouve pas forcément l'origine. Donc c'est le système nerveux qui reste en mode alerte. Et le stress, au contraire, a pour fonction de mobiliser vos capacités de manière optimale quand il s'agit de faire face à une menace ou de relever un défi. Parfois les deux. Et la réaction de stress, qui en soi est nécessaire, elle va suivre un cycle. Et en gros, elle va faire comme une cloche. Donc, elle monte, elle redescend. Vous avez une montée d'adrénaline. Et ensuite, le système parasympathique permet à votre organisme de revenir à un état d'homéostasie, donc d'équilibre et de calme. Et avec un traumatisme, le système nerveux de l'individu ne réagit plus uniquement en fonction des événements extérieurs réels, mais en fonction de mémoires intériorisées qui sont ressenties comme des menaces présentes. Et c'est très difficile de pouvoir se euh, raisonner dans ces cas-là, parce que c'est pas notre néocortex qui autocommande. Encore une fois, je vous ai déjà parlé du cerveau reptilien. C'est le cerveau reptilien qui perçoit ça, c'est le système nerveux sur lequel on n'a pas de contrôle avec notre volonté qui va réguler tout ça. Alors, justement, dans le trauma complexe, il y a une dérégulation. Donc la mémoire traumatique à ce site particulier, c'est que même un événement qui s'est produit il y a une vingtaine d'années, il va rester en termes de sensations, en termes d'émotions, comme s'il était au présent. Dans le trauma complexe, de manière spécifique, il y a donc cette dérégulation du système nerveux. Vous pouvez vous retrouver dans un état d'hypervigilance, d'anxiété permanente. Et ça va générer des troubles du sommeil, des attaques de panique, des problèmes de concentration. Et oui, parce que si toute votre énergie va dans votre système d'urgence, le système d'urgence de votre cerveau à l'arrière de votre crâne, c'est lui qui va gérer la menace immédiate, mais vous disposez de beaucoup moins de ressources pour tout ce qui est euh, processus cognitif complexe. Donc, automatiquement, vous allez moins bien vous concentrer, vous allez moins bien mémoriser, même si ce n'est pas l'unique cause de ces problèmes. Par exemple, si vous avez un déficit de sérotonine, vous pouvez souffrir des mêmes symptômes et en même temps, le déficit de sérotonine peut être lié à l'excès de stress, à mon avis, parce que les neurotransmetteurs qui permettent la circulation de l'information avec le système nerveux, enfin au sein du système nerveux, pardon, sont naturellement très sollicités quand on est en situation de stress. Et je suppose, et je ne suis pas la seule à le supposer, je vais y revenir un petit peu plus tard, je suppose qu'il peut y avoir un épuisement de ces neurotransmetteurs, de sorte qu'au bout d'un moment, on en manque. Donc, j'ai pas vu d'études précises à ce sujet, mais c'est quelque chose qui me semble logique et c'est aussi ce que suggère un autre auteur et je crois que c'est elle, mais il faudra que je revérifie. C'est un autre bouquin qui peut vous intéresser si vous lisez l'anglais. C'est Healing from Trauma, A Survivor's Guide de Jasmine Lee Corey. Voilà. Celui-là, il n'a pas été traduit, mais il est assez intéressant. Euh, donc, aussi dans le monde du travail, je sais bien, ou même pour les enfants à l'école dans certaines écoles, pour les études supérieures, euh, il y a un certain type de management ou d'incitation
La performance, en fait, ces gens-là considèrent que les collaborateurs ou les étudiants sont plus performants s'ils sont sous pression. Et c'est peut-être vrai chez certaines personnes qui, effectivement, parce que c'est pas pour rien qu'on dit ça, parce que ça donne des résultats, mais en général, on constate que ça donne des résultats pour un temps limité uniquement. Et le système nerveux ne peut pas fonctionner de cette manière-là sur le long terme sans causer de graves problèmes au bout d'un moment. Et c'est peut-être là l'une des raisons pour lesquelles en France notamment, les seniors ne sont plus désirables. Ils ne peuvent pas fonctionner de cette façon-là. Ils n'ont plus la résistance nécessaire en fait. Et puis bon, aussi, il y a aussi un problème de valeur en fait. Quel intérêt d'être constamment dans cette rat race, comme on dit en anglais. Je ne saurais pas le traduire, la course des rats dans dans leur petit trou. Donc c'est une façon bien pernicieuse de gérer les ressources humaines dans notre pays, je pense. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup d'organisations. On met la pression sur les collaborateurs et quand ils ne peuvent plus fonctionner sous pression, euh, on les écarte. Donc quand parfois on s'en débarrasse et sinon on les, on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils s'en aillent. Enfin bon, vous connaissez ça. Et pour quelqu'un qui souffre déjà d'un trauma complexe, d'un trauma qui vient de l'enfance parfois, souvent, le plus souvent d'ailleurs, cette pression peut le fragiliser encore plus. Enfin, il arrive déjà fragilisé et cette pression va le fragiliser encore plus. Et ça, je pense que ça parle à beaucoup de monde et ça explique tellement de choses. Et le stress implique que nous devons réfléchir rapidement, que nous devons agir rapidement. Cela mobilise beaucoup de neurotransmetteurs, notamment. Donc là, je vais vous parler un petit peu des neurotransmetteurs et du rôle de la sérotonine. Les neurotransmetteurs qui permettent la circulation de l'information de manière consciente, mais principalement de manière inconsciente. Parce que là, on parle du système nerveux, donc le système nerveux autonome, les battements du cœur, la respiration, le mouvement, mais aussi tout ce fonctionnement incroyable qui nous permet de récupérer l'information, la mémoire donc, et ce qui nous permet de nous concentrer ou de réfléchir. Et quand on y pense, qu'est-ce que font les médicaments qui traitent la dépression? La plupart d'entre eux ont pour fonction de la recapture de la sérotonine. Et quand je parle de dépression, ça peut être aussi les troubles anxieux, gardez ça à l'esprit, hein. Un neurotransmetteur, quand il est épuisé, laisse l'individu en état de dépression. C'est-à-dire qu'en état de dépression nerveuse, on ne peut plus fonctionner. Alors, je ne saurais pas vous dire à mon niveau ce qui réellement épuise les neurotransmetteurs. Moi, j'ai l'impression que plus on stresse et plus on va épuiser les neurotransmetteurs parce que le stress génère probablement une utilisation de neurotransmetteurs accrue. C'est mon hypothèse. Je pense que ça se passe comme ça. Mais et du coup, vous allez entendre des gens dire, ah bah, t'es dépressif, t'as qu'à te bouger les fesses. Mais dans les faits, si notre stock de neurotransmetteurs est épuisé, si on n'a plus suffisamment de sérotonine, on peut même plus se lever parce qu'en fait, ce sont les informations qui traversent notre système nerveux qui nous permettent de faire tout ce qu'on fait au quotidien et tout ce qu'on pense dans notre tête aussi. Mais surtout, tout ce qui relève du système nerveux autonome, c'est-à-dire respirer, digérer, dormir, bouger. Quand on n'a plus suffisamment ces neurotransmetteurs qui permettent de faire circuler l'information, eh ben, on ne peut plus bouger si vite, on peut plus réfléchir aussi rapidement, on peut plus manger parfois, on commence à décrépir en fait, on fonctionne vraiment au ralenti. Donc, je sais que je fais beaucoup de diversions, mais tout ça c'est important de le savoir parce que si ça vous arrive, vous pouvez vous sentir coupable parce que souvent ben, c'est aussi l'image qu'on nous renvoie. Et quand on comprend la logique de ce qui se passe, on peut laisser vraiment de côté la culpabilité. Surtout si cette culpabilité aggrave le stress, ce qui est souvent le cas. Et donc on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc sortir de ce cercle vicieux, ça commence aussi par le fait de prendre soin de soi
et de se reposer, de se régénérer, de laisser notre corps et notre système nerveux se régénérer. Alors, pour faire le lien avec ce que je vous racontais plus tôt, pour l'individu qui souffre d'un stress post-traumatique complexe, euh, vous pouvez l'imaginer comme une tension qui est déjà présente. C'est comme si vous abordez la vie, donc vous allez au travail, vous rentrez dans une nouvelle relation avec un vase de tension et de stress qui est déjà plein. Et le stress additionnel qui est induit par le travail ou par les relations, ce qui est souvent le cas, hein, les relations, c'est pas facile, hein, que ce soit les relations amoureuses ou les relations même amicales ou familiales ou peu importe, c'est pas simple. Et ce stress additionnel qui est induit par le travail, la pression, le rythme, ça va venir en plus et ça va faire déborder le vase. Et en fait, concrètement, c'est que notre système nerveux va être sursollicité, va être en surchauffe et il va pas pouvoir gérer. Et ça va causer des problèmes qui seront de plus en plus difficiles à vivre si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas en mesure d'évacuer le stress au quotidien. Et à mesure que vous accumulez, vous devenez de plus en plus à risque de développer des problèmes d'ordre psychique comme la dépression, des troubles anxieux ou des problèmes d'ordre psychosomatique, voire des problèmes médicaux bien concrets. Parmi les causes de mortalité les plus fréquentes, on va trouver les troubles, enfin les problèmes cardiovasculaires, les cancers, le suicide. Or, les trois causes de mortalité, ces trois causes de mortalité précoce sont toutes influencées par le stress. Même le cancer, parce qu'en fait, l'efficacité de notre système immunitaire décroît avec le stress et donc ne combat pas les cellules cancéreuses de manière suffisamment efficace. Dans le pire des cas, évidemment. J'ai fait encore une petite digression. Enfin, tout ça pour dire que le stress, ça a aussi une incidence sur l'apparition des cancers. Donc, hmm, concernant les troubles, notamment physiques, que beaucoup d'entre nous connaissent, on pense aux maux de tête, aux contractions musculaires, notamment au niveau des épaules et du cou, qui génèrent des douleurs, qui génèrent de la fatigue. On pense aussi aux maux de ventre, aux maux d'estomac, l'intestin. Donc tout ça, si vous avez ces signaux-là physiques, vous pouvez... c'est pas anodin. C'est-à-dire que vous pouvez vous en préoccuper. Et tout ça, ça peut aussi vous pourrir la vie au travail, parce que ça vient interférer avec tout le reste. En fait, ça vient interférer avec votre compétence, enfin votre performance plus exactement. Et même interférer dans la qualité des relations que vous pouvez avoir avec votre entourage. Et quand on parle de fatigue, la fatigue dans ce cas-là peut s'avérer tout autant nerveuse que physique. Ce qui fait que même si vous êtes fatigué, vous n'allez pas dormir pour autant. Donc, il y a encore cette idée toute faite que vous entendez des fois pour les gens qui ont la chance de bien dormir. C'est que bah, si tu es fatigué, tu dors. Et t'as qu'à dormir. Et demain, ça ira mieux. Sauf que quand on souffre de fatigue nerveuse, c'est même le contraire en fait qui se passe. C'est qu'on est très fatigué, mais on peut pas dormir pour autant. On a terriblement envie de dormir, mais on peut pas dormir. Donc, j'en profite pour faire une petite aparté de publicité pour mon programme de sophrologie que j'ai fait pour être fait sur 5 semaines, mais qui peut être fait à votre rythme. Donc, il s'adresse aux gens qui souffrent d'anxiété et qui ont du mal à s'endormir le soir. Donc, je vous ai mis évidemment le lien dans la description de la vidéo et je vous mettrai une vidéo de présentation sur l'écran de fin de cette vidéo. De toute façon, vous avez aussi le plan du programme sur 5 semaines sur mon site, donc quand vous cliquez sur le lien. Mais essentiellement, il s'agit d'un protocole de sophrologie traditionnelle dont l'efficacité a été
maintes fois vérifié par tout un tas de monde. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça fait des années que ça existe, voire des dizaines d'années que ça existe. Et donc avec mon programme, vous pouvez le suivre en ligne et à votre propre rythme et chez vous. Donc j'en reviens à mes moutons. Il y a donc beaucoup de symptômes dans le trauma complexe, notamment les flashbacks émotionnels, la dérégulation du système nerveux, la difficulté à contrôler ses émotions, la sensation de vide aussi parfois, le manque de sens, la sensation d'être un outsider, de ne pas valoir grand-chose, donc un impact sur l'image qu'on a de soi et l'estime qu'on a de soi. Et tout cela peut impacter votre vie au travail et votre vie en général. Et là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que je pense que ça fait un petit moment déjà que je parle. Et comme d'habitude, vous n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. C'est important pour l'algorithme. Et en attendant de vous retrouver bientôt, j'espère, je vous souhaite une bonne soirée.